Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Cœur Co. Chaque semaine, j'ai le plaisir et le grand privilège de recevoir des personnalités au parcours de vie extraordinaire et hautement inspirant de par leur vision, leur vécu, leur qualité d'être et la mission parfois étonnante qu'ils ont accepté de relever. Cette semaine, on sort de notre zone de confort à la rencontre d'un papillon blanc de l'instant présent, d'une sirène au charme fou pour qui l'ici et maintenant pourrait s'écrire en 5 mouvements. Fine comme la neige de son beau pays d'origine, elle est la plus mystique des abeilles du leadership, la plus introvertie des panthères de la matière. C'est une prêtresse de l'entre jour et nuit, une divine par qui le coaching s'illumine. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Nancy Marcoux. Bienvenue à toi, Nancy. Merci, je suis toute émue. C'est des symboles qui parlent énormément. Donc, merci, Luc. C'est wow! Écoute, je te souhaite la bienvenue. Alors, Nancy, moi, j'ai l'impression, si tu veux, en t'accueillant, que j'accueille 3 femmes et 3 mondes. La sorcière, grande débloqueuse du corps, la mentor, capitaine de bord, et l'artiste qui s'ignore. Et parce que tu es la bienvenue ici, j'ai eu envie de te présenter et de retracer ainsi ce qu'on pourrait déjà appeler ton premier parcours de vie. Alors, tu es leader en transformation intérieure, coach, conférencière, consultante, enseignante. Tu es fille de la campagne, née dans une famille où la mère travaille dans la restauration, elle tire les tarots, elle est médium, énergéticienne, sourcière. Ton père, lui, est un entrepreneur qui travaille dans le domaine du bois. Ta famille a une relation très proche avec les hommes d'église et avec la religion catholique, et pourtant, tu vas vivre une enfance assez dure, voire très dure, en rencontrant abus sexuels, violence, suicide et mort. Tu es dans l'enfance plutôt une tomboy, un garçon manqué, tu pratiques un peu l'activité masculine avec beaucoup d'enthousiasme. Tu dis souvent que c'est la nature qui t'a élevé autant que ta famille, les arbres, les animaux, ton chien aussi. C'est là que tu puises en fait ta foi en la vie. À 8 ans, tu reçois de façon mystérieuse une série de cassettes traitant du développement des capacités psychiques et spirituelles, et tu apprendras nuit après nuit à en pratiquer les secrets. À 17 ans, tu commences à faire tes premiers pas dans la relation d'aide avec les enfants. Et en parallèle, tu rentres au cégep à 18 ans et tu commences une formation en éducation spécialisée où tu étudies la psychologie, la sociologie pour comprendre et sûrement aussi te libérer de tes propres difficultés. Tu feras aussi une maîtrise et un DESS en management et en parallèle, tu te formes à de nombreuses techniques holistiques et thérapeutiques, gestalt thérapie, analyse transactionnelle, hypnose, thérapie jungienne. Pendant 15 ans, tu vas enseigner dans une classe spécialisée pour adolescents souffrant de troubles de l'apprentissage et du comportement. Et tu vas travailler ensuite au ministère de l'Éducation comme ressource nationale, puis devenir directrice d'école, puis coordinatrice dans un centre de violence conjugale où tu travailleras avec des hommes violents et récidivistes et des agresseurs sexuels. Et là, on arrive en 2010. Et là, je vais te demander qu'est-ce qui se passe pour toi. En 2010, après plusieurs événements que j'ai résisté à pas comprendre. Donc, ce moment-là, en 2010, je suis dans un vide et c'est le 22 décembre à 2h22 du matin. Et j'entends clairement la voix maintenant, c'est assez. Tu peux continuer de combattre avec acharnement, mais c'est une évidence. Quitte va accompagner les plus grands leaders. Et là, j'ai dit, il faut que j'arrête, vraiment, il faut que je lâche prise, ça n'a pas de sens. Donc, j'ai dit, OK, si j'ai un signe dans les 2 minutes qui suivent, je quitte la BTB. Et 2 minutes qui suivent, j'ai eu une personne qui m'a répondu, une coach assez connue à Montréal, donc à 2h24 du matin, pour m'inviter le 24 décembre, qui était 2 jours après, pour une rencontre, pour voir si on peut faire une collaboration. Donc, à ce moment-là, je suis venue à Montréal. J'avais mon conjoint à ce moment-là, on restait sur le bord de l'eau, en forêt. Et je suis venue rencontrer cette personne-là, sachant, parce que dans mes dons de voir les choses aussi, je savais que j'aurais quelque chose à accompagner, mais que ce ne serait pas elle exactement. Donc, mi-janvier, j'étais rendue à Montréal avec mon auto, j'avais pacté mon auto, mis mes effets dans mon auto pour les Français. Et comme ça, partir de l'Abitibi, m'en venir sans savoir où ce que je viendrais. Je n'avais pas de client, je n'étais pas certaine, mis à part cette personne-là. Puis mon appel divin était très fort. Je ne pouvais plus le nier. C'était trop présent. Pour moi, c'était une mort lente que je transmettais plus rien. Donc, c'est pas une mort physique. C'était pire qu'une mort physique pour moi. Donc, je me suis emmenée à Montréal
Et j'étais vraiment perdue, là, vraiment perdue. Tu sais, il faut croire que, tu sais, quand tu viens de la campagne, je me suis même perdue dans un stationnement souterrain et je me suis mis à pleurer, là. Là, je dis, non, non, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, ça n'a pas d'allure, tu te fais vivre des choses constamment. Pourquoi? Tu sais, là, j'étais vraiment, là, je dis, non, non. Là, je me suis recentrée, puis je dis, OK, non, c'est ta place. Donc, dans la semaine qui a suivi, déjà, j'avais des clients. Je me déplaçais chez les clients pour faire du coaching en disant, je viens chez vous pour donner un service personnalisé parce que j'avais pas de logement. Je dormais un peu n'importe où. J'ai dormi dans mon auto en plein hiver. Donc, j'ai dormi chez des amis. J'avais un ami qui m'a hébergé pendant un bout. Donc, j'étais un peu partout. Fait que, tu sais, quand tu es dans la quarantaine avancée, tu te retrouves itinérante pendant 2 mois. Pas savoir trop aller. C'est pas évident. Mais à travers tout ça, je riais. Je riais parce que je me disais, écoute, c'est le moment que tu lâches prise. Tu as tellement résisté à qui tu es. Là, laisse juste aller. Là. Laisse juste aller. Là. Mais même à ça, je m'observais là-dedans, puis c'était, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas assez eu de ta vie de merde sans t'en faire vivre encore. Mais c'était une évidence que je devais être là. Et justement, la personne, je ne veux pas la nommer parce qu'il y a beaucoup de controverses par rapport à elle, là, donc je veux respecter. J'ai dit, donne-moi tes 2 clients, les 2 pires clients que tu as, puis moi, je sais que je vais apporter une transformation. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, de bouche à oreille, mon nom a commencé. C'est là qu'on a commencé à m'appeler la débloqueuse de l'Abitibi, que je n'aime pas, mais bon. Mais ça a été un moment, pour moi, qui est très introverti, qui a de la difficulté en relation. Fait que c'est toujours de me pousser pour entrer dans ces relations-là. Fait que ça a été, je vous le dis, puis le pire moment, c'est dans le stationnement souterrain que je cherche mon logement que j'ai trouvé 2 mois après mon arrivée. Je me trompe d'ascenseur parce qu'il y a 2 ascenseurs pour 2 immeubles. Puis je me trouve je sais pas où. Puis là, je m'écrase complètement par terre puis je me mets à pleurer. Pleurer pour dire je suis où? Je vois pas de nature, je vois pas d'arbres, je suis où? Tu vois, c'est intéressant parce que tu parles de ce sentiment d'ébranlement intérieur, tu vois. Et tu disais donc qu'en fait, finalement, il y avait eu un moment où tu avais pas un peu tout perdu, mais tout laissé, quoi, pour repartir sur autre chose. Alors, justement, c'est un peu le but de ma question, là. C'est comment tu vis le confinement? Comment tu as vécu ce moment-là où d'un seul coup, le monde entier s'est arrêté? Ça t'a fait quoi, toi? Bien, c'est ça qui est particulier pour moi. Ça m'a pas fait rien dans le sens pour moi, Nancy Marcoux, pour voir les autres qui vivent des difficultés. Mais moi, c'est justement un moment encore plus grand de ma créativité qui peut émerger. Parce que moi, être seul, ce n'est pas être isolé. Hein. Donc, cette solitude-là, où les bruits se sont tus. On s'entend les bruits de la civilisation au complet, la pollution, où que là, la nature s'est mise à parler, s'est mise à jaillir, J'ai pris un souffle de vie. Pour moi, ça a été un moment de retour vraiment important. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Mais j'accompagne les gens qui trouvent ça difficile, puis je comprends aussi. Mais pour moi, c'était ce moment-là, parce qu'en fait, j'ai repris un souffle depuis mon arrivée à Montréal. Tu sais, j'ai questionné plusieurs personnes donc, de ton pays, puisque la chaîne a l'air d'être un peu spécialisée sur le Québec, finalement. Ça s'est fait comme ça, mais c'est super. Et en fait, si tu veux, je discutais avec Christine Michaud, avec donc David Bernard, qu'on verra bientôt sur la chaîne. Et en fait, ils ont tous vécu quelque chose, et je voudrais savoir ce que tu as vécu, toi, par rapport à ça. C'est un peu une confidence, quoi. Je voudrais savoir si, pendant les mois de confinement, tu as vu un de tes comportements changer, ou est-ce que tu as vu un comportement que tu connaissais pas chez toi venir d'un seul coup? Bon, moi, je vais t'avouer, je me suis éclatée. C'est là qui... tu sais, je peux pas dire ça. Moi, j'ai pris un plaisir immense. Là. Un plaisir puis une joie que j'avais plus depuis longtemps. Oui, c'est ça. Moi, vraiment, là, si je peux dire, c'est le plaisir, la joie qui a repris, qui a émergé vraiment en moi comme si là, je pouvais voir ce que je pouvais aussi apporter réellement dans tout ce que j'ai vécu, qui était comme souffrant, qui était difficile, ce que je voyais plus clair au travers de ça, c'est comme là, je pouvais voir, OK, ben, ce que tu as vécu peut apporter, peut vraiment, c'est le temps de transmettre. C'est comme si là, arrête de te cacher, de ne pas transmettre. Tu peux plus, moi, c'est vraiment, ça a été, je veux dire, une confrontation à moi-même de me dire, Nancy, tu peux plus te cacher. Tu peux plus être en arrière de ton amie Marie-Josée, toujours être en arrière de l'autre, et c'est là ce que tu connais, ce que tu as vécu, ces expériences de vie-là, les gens en ont besoin maintenant. Et ça a été, je veux dire, pour moi, difficile parce que je peux plus me cacher. Quand tout le monde est isolé, se cache, moi, je peux plus me cacher.
Ouais. Alors, tu vois, en France, nous, on a un neuropsychiatre que tu dois connaître qui s'appelle Boris Cyrulnik. Je ne sais pas si tu connais. Oui, Oui, bien oui, sûr, évidemment. oui. Alors, justement, il a vulgarisé un concept de la résilience a Oui. priori, que tu connais très bien, vu Ouais, ta. j'ai étudié avec Boris. C'est Ouais, pas voilà. mais bon. Voilà, donc c'est vrai qu'il a vraiment étudié cette force de résilience, ce renaître de la souffrance. Alors toi, tu as quand même vécu ça parce que tu as quand même eu une vie qui t'a poussé dans les extrémités. Je voudrais savoir, qu'est-ce que tu pratiques, qu'est-ce que tu pourrais partager que tu pratiques qui permet de traverser cette crise du Covid? Ben, c'est sûr que moi, Jésus a toujours été présent. Donc, mon dialogue avec Jésus, depuis que je suis toute petite, là, je me souviens, à 4 ans, j'ai mon coin, puis je parle avec lui. Donc, c'était cette communication-là. Et d'écrire, de beaucoup d'écrire, que j'ai pas partagé souvent mes écrits dernièrement, un que tu as lu, là, mais Ouais, ouais. les écrits-là, pour moi, c'était de cette communication-là intérieure. Donc, c'est pour ça que j'ai étudié après ça de communication avec les parties intérieures, mais beaucoup l'écriture. Et après ça, dans cette écriture-là, pour moi, de mettre de la musique et danser. Mmh. Moi, je danse beaucoup seule chez moi. Mmh. Le mouvement de mon corps, de ramener, parce que si je suis pas dans le mouvement de mon corps, je me perds dans d'autres dimensions. Donc, cette connexion à mon corps, de revenir à mon corps, à le sentir, à être à l'intérieur, à le vivre, il est aussi important. Parce que, et on sait quand on est confiné, on bouge moins. Donc, de bouger, ça se fait même si tu es à l'intérieur chez toi. Mmh. Donc, de mettre de la musique et de danser, mais danser en éclatant, en me laissant complètement aller. Complètement. C'est une question que je voulais te poser par rapport à ça, parce que c'est vrai que tu as cet élan intérieur autant qu'extérieur. Je voulais savoir, est-ce que tu penses que ce qu'on vit en ce moment, c'est une sorte de grand reset intérieur? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous obliger à un changement intérieur? Je pense pas que ça peut nous obliger. Je pense que ça nous met dans une expérience qu'on a le choix de vivre ce changement-là. Mmh. Le changement, de toute façon, est constamment là, mais on a une porte d'opportunité, Mmh. des possibilités présentement qui fait jaillir autant nos lumières que nos ombres. Tu sais, les gens, c'est le même qu'ils comprennent, là, tu sais. Mais présentement, on a cette porte-là d'ouvrir à une beauté incroyable. Puis parfois, parce que nos peurs, on est pris dans notre solitude d'isolement, je précise isolement, mais on la voit pas. Parce que ce travail-là intérieur est pas fait, fait qu'on voit que l'ombre, que le brouillard, que c'est tellement filtré, nos peurs, nos angoisses, de tout qui monte, qu'on va être happé par ça, qu'on voit pas la beauté, puis on prend pas la porte de la beauté. Mmh. Puis dans tout ce qu'on peut vivre, mes conférences que je faisais, j'ai arrêté parce qu'il était trop combatif, pour utiliser ce mot-là, parce qu'on en a parlé. On va en parler, ouais. OK? Pour les gens, parce que je me montrais, tu sais, j'étais dans mon côté sombre, difficulté que je vivais, et je ramenais après ça un pas vers l'avant la lumière. Mmh. Tout ce que je vivais dans la beauté de chacun des expériences. Et comment je peux voir cette beauté-là? Comment, à travers chaque instant, je peux saisir cette porte-là? Et présentement, c'est une porte qui est mondiale. On s'entend, c'est mondial, là. C'est pas juste un petit coin de pays, là. Mais il y a cette porte-là d'opportunité que nous avons tous accès maintenant. Et ça, c'est beau. Ça, et c'est conscient. C'est dit, c'est mentionné. Mais parfois, on a tellement peur, on est pris, puis je vois des gens dans cette peur-là. Ma mère, qui a 73 ans, qui a peur, qui est une femme extraordinaire, puis là, je l'emmène, je l'accompagne à voir la beauté. Je la bouscule pas, là, parce qu'elle est là, mais beaucoup de gens, donc, ceux qui voient la beauté, tendez la main pour permettre à l'autre de voir la beauté. Dites pas, ben voyons, réveille. Non. Tu sais, c'est pas réveillez-vous tout d'un coup en se bousculant, mais c'est d'accompagner l'autre pour le sortir de sa peur, de son angoisse. Donc, si, pour cette personne-là, c'est de porter le masque, moi, je le porte, le masque, parce que là, on voit des gens qui sont dans la phase psychospirituelle de l'adolescence. Donc, on voit les extrémistes, les rebelles, et le monde se battre. Mais c'est, moi, que j'y crois ou que je crois pas au masque, ça n'a tellement pas d'importance. Si le mettre sur l'autre personne pour l'emmener dans la beauté, je vais en mettre 10 masques s'il faut. Okay? Donc, c'est aussi ça, arriver dans un amour inconditionnel de plus en plus pour s'accompagner les uns les autres dans nos différences, dans ce qui nous fait peur, dans ce qui est là pour nous réactiver, je veux dire, dans nos peurs. Donc, c'est comment on peut s'accompagner là-dedans. Tout à l'heure, tu disais quelque chose de drôle parce que, bon, effectivement, l'amour inconditionnel, c'est des grands principes qui, de toute façon, toujours nous aident. Mais toi, tu as un truc de plus. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais vraiment envie de te rencontrer. Je t'en parlais hors émission, je te le redis là. Tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Tu as vendu un peu la mèche. Et en même temps, ce qui est rigolo, c'est que on va reparler de ce sujet-là. C'est que la chaîne Kurenko, c'est une chaîne qui est spécialisée dans un truc particulier qui s'appelle l'état d'être, qui n'est pas la même chose que la conscience. Et je te disais que ce matin, avant qu'on s'appelle, je me suis dit, tiens, ça y est, je crois que j'ai ressenti que l'état d'être
de Nancy Marcoux, c'est la combativité. Et c'est vrai que je te disais, bon, Nancy, avant qu'on commence l'émission, est-ce que tu coacherais pas, par exemple, des boxeurs? Et tu m'as dit, si, justement, en ce moment. Alors, je me disais, voilà, toi qui as un état d'être de combativité, tu vois, c'est pas tout de suite un état d'être d'amour inconditionnel, c'est plutôt de combativité. Alors, est-ce que tu sens qu'en ce moment, justement, on aurait besoin de combativité aussi? Tu sais, là, je vais dire, le mot combativité prend quel sens pour chacune des personnes, hein, où ce qu'on est, tu sais. Parce que lorsqu'on redonne l'autonomie à la personne, qu'on l'emmène dans ce qu'elle est, dans son essence, dans son amour inconditionnel, automatiquement, il y a des combativités qui vont se passer. Parce que on est quand même ici sur la terre de dire fleur bleue, amour inconditionnel, on s'aime, il n'y a rien qui se passe. On n'est pas là. Toutes les gens sont dans leur propre réactivité. Automatiquement, qu'on est en dualité, on est dans une combativité. Donc, intérieurement, ces patterns-là, ces schémas, on est là. Donc, c'est sûr que là, présentement, le monde est là et le monde, on vit ça, mais c'est comme de vouloir le nier aussi. On va mettre de l'amour, on s'aime. Mais oui, on s'aime, mais il y a quand même ça qui existe, qui est présent. Le monde n'est pas rendu à ce développement psychospirituel de l'amour inconditionnel. Mère Teresa est morte en disant qu'elle n'était même pas rendue là. Plusieurs saints n'étaient même pas rendus là dans cet état d'amour inconditionnel. Et nous, présentement, on se dit qu'on est dans l'amour inconditionnel. Non, mais c'est du n'importe quoi. OK? Pour moi, c'est du n'importe quoi. Excusez de le dire comme ça va peut-être offusquer des gens, mais c'est pas ça. Et cet amour inconditionnel-là, c'est aussi... il peut avoir une combativité, de la voir, de la reconnaître pour que la personne puisse s'unifier pour plus avoir cette combativité-là. Mais il faut être capable de la voir, cette combativité-là. Si on n'est pas capable de la détecter, comment on fait pour permettre que nos dualités s'unifient? Si je fais toujours à semblant que ça n'existe pas, que je reste dans une pensée positive, je dis juste que je me regarde, puis je sais pas, moi, je dis, OK, je suis mince, et je fais aucune action, mais que je pèse 300 livres, ça fonctionne pas. Il y a une combativité dans mon corps. Et déjà de dire je suis mince, je m'inflige une combativité en me disant ça, en faisant aucune action. Donc, il faut que je prenne conscience de cet état d'être-là, de ces comportements-là que j'ai, pour après ça amener une unification. Puis présentement, c'est aussi ça, il y a des combativités avec ce qui a fait émerger le COVID. Il y a énormément de combativités. Les gens, non, c'est moi qui ai raison. Fait qu'on tombe dans un moi égocentrique et réactif. Il n'y a pas d'amour inconditionnel là. Excusez, là, je m'emporte quand je parle de... Non, mais j'adore. Ça y est, on a Nancy Marcoux en ligne. Et effectivement, tu coaches quand même un boxeur, quoi. Ça, c'est quelque chose de combatif au plus haut point. Alors, ça tombe bien, parce que là, justement, on va faire un peu de boxe sans en faire. Je te propose une petite partie de l'émission, un petit rite avec dont je parlais, un chroniqueur qui s'appelle Thierry Ardisson, c'est un peu un combatif, faut dire ce qui est en France. Et alors, ce petit rite, ça va me permettre un peu de découvrir les multifacettes de ta personnalité cachée. Alors, vu le punch et la rapidité d'esprit qui sont un peu tes compétences, je t'ai réservé cette interview qui s'appelle Upside Down et je t'ai posé des petites questions simples et curieuses pour qu'on découvre un peu ta personnalité malicieuse. Alors, si tu pouvais être cloné et que tu pouvais avoir un double qui s'appelle aussi Nancy Marcoux, qu'est-ce que ferait la deuxième Nancy Marcoux dans toute sa journée? Elle ferait quoi? Elle serait dans une caverne à méditer toute la journée. En silence. Oui, sans personne. Justement, pour moi, dans ce que je crois, c'est que en état méditatif, je vais avoir plus de possibilités d'aider partout en même temps. C'est comme en étant dans cet état-là, je vais avoir des millions de petites clones qui vont pouvoir être partout. Oh, donc ça veut dire qu'en même temps que toi, tu serais toi, tu aurais un double de toi qui serait dans le tout le temps, en fait. Oui. Intéressant. Alors, je voudrais savoir, quelle est ta plus belle erreur dans la vie? Mon suicide. Okay. Explique-moi pourquoi. Parce que je m'étais dit un jour, si j'écrivais un autre livre, ton livre, ce serait « J'ai appris à vivre en voulant mourir ». Joli. Donc, cette mort-là, pour moi, on peut dire grande erreur, mais pour moi, était ma vie. Alors, c'est quoi le défaut qui t'a sauvé la vie à toi? Donc, je prends ton mot combativité. Bon, ben, c'est oui, parce que je suis fonceuse, donc je deviens, quand je suis passionnée, très directive, donc je suis intense, donc ça va bousculer plein de gens. Donc, c'est comme je deviens dans cette puissance-là tellement présente que pour des gens qui sont beaucoup plus dans l'harmonie, ça les déstabilise complètement, puis ça leur fait même violence à ce moment-là. Quand c'est pas violent, mais moi, je suis
dans cette énergie-là, mais pour d'autres, ils vont le vivre comme une violence. Fait que ça a été, ouais. Si tu avais une baguette magique là et que tu pouvais t'enlever toutes les peurs que tu as, est-ce qu'il y a une peur que tu conserverais pour vivre? La peur de vivre. Et alors, en quoi ce serait utile que tu conserves la peur de vivre pour vivre? Elle me permet de rester ancrée à la terre. Elle me permet de rester en relation avec les autres, en relation avec tout être sensible, avec les humains. Elle me permet d'être plus proche de chaque être, parce que sans cette peur de vivre-là, je serais dans l'indifférence. Et dernièrement, j'ai vécu quelque chose, puis j'ai été dans cette zone d'indifférence et c'est des amis c'est par notre relation qui m'ont s'est ramené, mais je n'avais pas touché cette zone d'indifférence-là, que j'avais plus cette peur de vivre-là. C'est pas comme peur de mourir, hein, c'est vraiment tellement différent. Fait que cette peur de vivre, lorsque j'étais, pas longtemps, mais j'étais dans cette indifférence-là, et cette indifférence-là, elle peut être très destructive, pas juste pour moi, mais pour tout ce qui m'entoure. Ah, aussi pour ce qui t'entoure, d'accord. Parce que tu deviens indifférent, c'est pas une indifférence qu'on ne va pas entendre, mais c'est comme une indifférence de tout, OK? Ouais. Et à ce moment-là, dans cette indifférence-là, la puissance qu'on porte, l'impact qu'elle va avoir, l'utilisation qu'on peut avoir, on est indifférent. Alors, ça tombe bien parce que j'avais posé une question qui te pousse un peu dans ton histoire. Quels sont les mots que tu n'as jamais dit à personne? Tu sais, je ne sais pas si je pourrais le dire comme ça, mais que j'ai jamais été capable de dire, c'est exemple, je ne sais pas comment le dire, là, mais tant que je vais le dire comme ça, c'est comme je te jure que je vais rester en vie. Je te jure que je ne mourrai pas. Avec mon background de suicide, qui voit des fois ce désir de mort-là qui émerge, d'arriver à dire je te jure que je ne mourrai pas. Ça, c'est pour moi, je ne peux pas jurer ça. T'sais. Je ne parle pas d'un accident, quoi que ce soit. Moi, c'est pas que j'ai envie de mourir, c'est pas, tu comprends, mais de jurer, de dire que je te jure que je m'engage à vivre ma vie. Puis c'est tout cet engagement-là. C'est comme je ne me suis jamais mariée. M'engager, c'est cette notion d'engagement-là de ne pas mourir, d'avoir une relation en même temps. Tu comprends? Parce que toute cette relation-là fait que ça va aussi dans le mariage, ça va dans toutes ces choses-là. Donc, j'ai pas vécu non plus dans une maison avec quelqu'un longtemps, tu sais. Donc, c'est tout, mettons, pour moi, des synonymes de cet engagement-là, que je m'engage à vivre avec toi. Donc, je m'engage à ne pas mourir, je m'engage à vivre. Donc, je dirais plus alentour de cet engagement-là. Ouais. Donc, tu pourrais dire, par exemple, dans l'absolu, tu pourrais dire, je n'ai jamais dit je m'engage? C'est difficile. Je peux te dire je m'engage pour un projet, là, je commence à te dire, je m'engage pour 1 an, 2 ans pour réaliser le projet pour t'aider. Mais non, pour moi, dire je m'engage, je laisse faire. Oui, pour moi, ça, je m'engage, parce que je suis une fille d'engagement. Donc, quand je m'engage, je m'engage. OK, fait que c'est gros de dire ça, ce mot-là. M'engager, c'est très énorme. Je sais pas, je pense que, ouais. Qu'est-ce que les gens qui t'aiment voient de toi que tu vois jamais de toi? Ben, tu sais, si je parle avec, mettons, exemple, tu connais Marie-Josée Harel, elle avait passé souvent un petit peu, mais Nancy, tu connais tellement de choses, tu as tellement de choses à partager, à dire, à mentionner, mais moi, il me semble que j'ai jamais rien à dire. Je sais pas quoi dire, j'ai rien à dire, j'ai rien à exprimer, je sais jamais, avec mon amie Amélie, on construit un programme pour les leaders, avec Marie-Josée, le programme de... Tu sais, c'est moi qui amène la création, qui amène le contenu, mais je sais jamais quoi dire. Intéressant, ça. C'est comme si, pour moi, il n'y a rien à partager, il n'y a rien à transmettre. Puis à chaque fois, je suis souvent étonnée. Puis après ça, je revois mon parcours, je revois ce que j'ai appris. Je fais oui, mais c'est comme si c'était tout le temps dans le néant. Fait que ça, je peux dire ça. Les gens souvent disent ça, mais tu as tellement de richesse, tu explores, tu as tellement de connaissances, tellement d'expérience. Mais pour moi, même quand je fais mes retraites, je ne sais jamais. Si j'arrive, puis c'est blanc, c'est vide, et tout d'un coup, pouf, je pars, puis là, ça va être, mais je ne sais jamais quoi dire. On en reparlera tout à l'heure, c'est comme une espèce de connexion au tout particulière que tu as qui fait que tu ne sais pas réellement de quoi tu es faite, en fait, on dirait. Ouais, ça, oui, c'est exactement ça
ça me parle parce que c'est comme si je suis tout, rien. Donc, des fois, c'est difficile d'être moi-même. Tu sais, je vais le dire comme ça parce que, donc, je suis tellement de possibilités. Puis je suis tellement moins aussi dans le non-attachement de qui je suis. Donc, c'est ça. C'est comme s'il n'y a rien. C'est comme. Et à la fois, comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, tu es comme un peu la panthère de la matière, mais en même temps, c'est la plus inconfortable à parler. C'est quelque chose comme une sorte de étonnant, et c'est étonnant. Et en même temps, alors, je me posais une autre question par rapport à ça. Si on pouvait te faire croire à quelque chose pendant 1 an, tu voudrais croire quoi pendant 1 an? Tu sais, c'est sûr ce qui me montre, croire que le monde peut être complètement dans la beauté et dans l'amour inconditionnel, tu sais. Mm-hmm. Ça, ça serait tellement libérateur, tu sais, parce qu'on n'aurait plus besoin, tu sais, l'exemple de rien, tu sais, ça serait tellement facile, ça serait tellement respirable, tu sais, ce serait beau, on serait juste là, tu sais, juste en étant point, sans chercher à excuser, à comprendre, à justifier, tu sais, comme, on serait, tu sais, ça serait comme juste beau. Alors, une dernière question, Nancy. Alors, si tu interviewais toi-même Nancy Marcoux aujourd'hui, c'est quoi la première question que tu lui poserais? C'est sûr que je poserais, mais tu sais, c'est parce que là, si je t'apporte, tu vas falloir que je réponde. C'est ça. Mais c'est sûr, qu'est-ce qui fait que tu restes caché comme ça quand même? Tu sais? Qu'est-ce tu sais, malgré tout, que on pense que je suis de l'avant, mais je reste constamment cachée. Qu'est-ce qui fait que tu restes caché? Et elle répondrait quoi? Je dirais que, tu sais, ce besoin d'être caché là me protège aussi. On parlait un peu que le tout me protège, mais de rester caché, c'est ma plus grande protection. C'est sûr qu'on peut dire que c'est mon état d'être, mais cette protection-là, elle m'empêche de dévoiler tout ce que je suis, puis d'être stigmatisée, d'être mis comme, souvent comme à la foire, un zoo, tu sais, ça protège de ça, parce que, tu sais, dans ce qu'on porte, chacun et tous, on a tous notre unicité, puis je veux dire, comme marqué au fer rouge, quand on dit des choses, quand on dévoile, les gens ne comprennent pas toujours comment on est, qu'est-ce qu'on dit. Donc, ça me protège de tout ça. Tu sais. Moi, je sais que tu es une hypersensible depuis l'enfance. Donc, tu as dû sûrement vivre du stress, de l'anxiété, de l'agoraphobie, enfin, le panel complet de tous les gens hypersensibles. Et alors, justement, aujourd'hui, tu trouves dans l'ici et maintenant, tu en parles beaucoup dans les différentes interviews que tu fais, tu trouves dans l'ici et maintenant un lieu de paix, un lieu d'unification. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'ici et maintenant pour toi aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, dans l'ici maintenant, c'est comme là, je suis avec toi, c'est que tu sais, puis là, je suis nerveuse, j'aime pas trop, tu sais, parce que je sais qu'on va dans des endroits mais j'y vais parce que je le sens dans moi, il est là, donc ça me ramène, je sais pas, à penser, qu'est-ce que les gens vont dire, ou qu'est-ce que j'ai dit avant qui n'a pas de sens, ou non, je suis là, je vis qu'est-ce qui est présent, et j'essaie d'être le plus intègre possible, d'être moi, donc d'être aussi moins caché possible, tu sais. D'être là. Donc, dans le ici maintenant me permet de plus en plus de découvrir qui je suis, comment je suis là, dans la relation que je peux vivre aussi, soit avec moi, avec l'autre. Fait que pour moi, ce lieu-là, ici maintenant, m'empêche aussi souvent d'aller dans des histoires, des croyances, des univers où je peux complètement me perdre, que je pourrais complètement me perdre. Donc, dans ici maintenant, je reviens à ce que je vis, là, c'est réel. C'est réel. Je le sens dans mon corps. Je suis là. Je suis présente. Même si je peux être ailleurs en même temps, que je peux me voir ailleurs en même temps, je suis ici. Fait que pour moi, ça, c'est une zone très, très ancrée à la terre. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est que tu disais que dans l'ici et maintenant, c'était là où tu voyais du mystère, toi. Oui. Alors, c'est étonnant parce que tout le monde ne dit pas ça. Donc cet ici maintenant, il contient chez toi du mystère. Tu pourrais m'en parler du mystère? C'est un besoin pour toi, le mystère? Pas parce que je pourrais dire un besoin, oui, parce que c'est dans ici maintenant, dans tout ce mystère-là, il y a toute la beauté, mais il n'y a rien qui est comme placé, tu sais, c'est des mystères, et de découvrir ces mystères-là, c'est comme être l'enfant curieux qui dévoile des trésors à chaque instant, tu sais. Donc, dans tout ce qu'on vit, ce mystère-là qui se dévoile sans chercher le pourquoi.
Tu sais, pourquoi ça arrive, pourquoi c'est comme ça, le pourquoi c'est tellement pas ça. Comment je vis ça maintenant? C'est ça le mystère de la relation, c'est le mystère de qu'on découvre. Donc, pour moi, c'est ça le mystère. Tu sais, il n'y a pas de pourquoi ça. Tu sais, c'est comment je le vis, qu'est-ce qui est là pour moi, qu'est-ce que là maintenant ça signifie, tu sais, comment je peux le goûter, le savourer, tu sais, le manger, le boire, le regarder, le sentir, le vivre. Parce que dans ce mystère-là qui fait partie de mon corps, de l'humain, je suis pas l'ailleurs, peut-être dans d'autres dimensions, mais là, je suis pas là, je suis ici. Donc, c'est tellement mystérieux parce que ça goûte différent, on voit différent, on peut voir en même temps tellement de dimensions dans l'ici maintenant, de parallèles. Donc, quand on regarde tout ça comme un mystère, moi, c'est comme un jeu, c'est le fun. T'sais, en te regardant, je peux voir plusieurs toi en même temps, tu sais, donc c'est cool, tu sais, c'est le fun. Tu sais, c'est un mystère. Mais si je cherche à l'expliquer, ce mystère-là, je passe à côté de la beauté. Donc, je m'en vais dans mon mental, je cherche le pourquoi, et je passe à côté de ce qui est là. Je passe à côté de ce qu'on est en train de vivre, de ce qui est beau, de ce qui peut être même, mais je vais dire, le monde va dire de la magie aussi. Et c'est là que la magie va émerger. Parce que on ne cherche pas à contrôler le mystère. On le laisse être, et ce mystère-là qui passe à travers nous, c'est ça qui devient la magie. Mais quand on veut le contrôler ou le diriger par notre puissance, parce qu'on a pratiqué telle technique de télépathie, de ci, de ça, et qu'on dirige tout ça, bien, on détruit le mystère. On détruit et on se crée un karma. On se crée un karma à ce moment-là parce qu'on n'a pas navigué avec le mystère. Ah, c'est beau de naviguer avec le mystère. C'est beau, je garde. C'est beau de naviguer avec le mystère. Le mystère est une mer. Ah, c'est beau. Ah oui. Magnifique. Oui. Magnifique. Alors, je me disais, une question très terre à terre par rapport à tout ce mystère. Qu'est-ce qui te fait que tu lèves le matin? Qu'est-ce qui te motive profondément, toi? Chaque matin, quand je reviens, je vais le dire comme ça, moi, quand je me réveille le matin, j'ai un temps d'adaptation à revenir dans mon corps. Parfois, c'est plus difficile. Tu sais, je le dis comme ça parce que des fois, je peux même pas bouger. Tu sais, c'est comme si je rapatrie tous mes morceaux de mon corps. Tu sais, bien. Puis à chaque fois, tu sais, cette question-là, elle est là. C'est qu'est-ce qui fait que je suis ici encore? Qu'est-ce qui fait que je suis là? Ben, c'est que tu as juste à être là pour ce que tu dois accomplir. Arrête de chercher le pourquoi. Sois là. Puis à chaque instant, tu vas découvrir ce qui est là pour toi. Tu n'as pas à te demander dans ton besoin d'égocentrique. C'est qu'on est tous là pour l'humanité, pour les humanités, moi je dirais. Eh bien, tu es là présentement. Rapatrie-toi et fais juste être là aujourd'hui. Sois là pour toi, pour l'autre, pour l'humanité, pour la terre, pour le tout. Oui, ça reste quand même cette histoire de va dans le mystère et laisse-toi dévoiler par le mystère, en fait. Hein. Mais des fois, j'aime pas ça. Ah bon, vas-y, dis-moi pourquoi. Parce que des fois, sérieusement, je fais des actions, des choix que je sais qu'est-ce que ça va donner, je le vois, mais c'est que je dois être là. J'ai sorti avec un homme politique très connu qu'on m'a présenté dès notre première rencontre, c'était en Angers, puis je le savais que j'étais là parce que je l'avais vu quand j'étais en Abitibi, que je serais là pour l'aider lui. Donc, j'étais en couple avec lui pendant quelques mois pour l'aider dans son cheminement à lui. Donc, écoutez, c'est un lâcher-prise total parce que je savais que c'était pas l'homme de ma vie, mais je savais que d'être là, c'était ça qui devait être là. J'étais tombée dans mon mental, je ne serais pas allée, voilà, je vais perdre mon temps, c'est pas l'homme de ma vie. Non, parce que j'ai à être là. Mais parfois, c'est difficile parce que il y a un côté de moi qui voit l'issue, qui voit un peu ce qui va se passer. Par ma sensibilité, et ça me fait mal. Ça me fait mal parce que je vois l'aboutissement aussi. Mais je sais que je dois être là quand même. Quand tu dis l'aboutissement, tu parles de quoi là? Quel aboutissement, c'est-à-dire? Je savais que ça durait un court laps de temps, le temps que cette personne-là soit plus dans ses dépendances qui vont nuire au pays du Québec. Donc, j'avais à être là. Mais mon ego en prend un coup aussi parce que je savais l'impact que ça l'aurait appris sur moi aussi, parce que je suis quand même dans ce corps-là qui a une sensibilité, qui a un cœur. Parce que je m'implique totalement, je suis tellement dans cette présence ici maintenant que je suis toute là. Donc, mon émotion est là, je suis en relation véritable aussi. C'est pas fauné, c'est que je suis présente dans tout mon amour aussi. Tout à l'heure, on parlait hors émission, et je te le redis parce que je trouve que c'est comme une sorte de... C'est comme un vêtement chez toi. On dirait un vêtement. Et je te disais, tu as une relation au tout
très particulière. Je le vois, je l'ai écouté, j'ai écouté plein d'émissions où tu es intervenu et ce tout est toujours là. Dans toujours, il y a tout d'ailleurs, c'est marrant. Et donc, je voudrais savoir, quel est ton lien avec ce tout? Tu vois, tout à l'heure, je parlais de 3 femmes, qu'il y avait 3 femmes, une sorcière, une mentor et puis une artiste qui se cache. Quel est ton rapport au tout, toi? Je te répondrai dans le tout, il y a le où. OK? Où. C'est le tout où. OK? Donc, c'est aussi un peu quand tu parles des différents visages, puis on avait déjà parlé, tu sais, un peu d'être artiste, mais d'être comédienne, un peu, tu sais. Ça déposait en moi, puis j'ai regardé, puis c'est comme si je suis tellement dans cet instant présent que ce qui doit être, je le suis. Mais est-ce que c'est... Et là, des fois, c'est là que... Est-ce que c'est Nancy? Mais c'est Nancy, mais là, je suis là dans cette... Mettons, exemple, cette artiste, cette comédienne, mais je suis véritablement présente parce que quand tu as accès au tout, tu es... Parce qu'on peut tous être tout. Donc, souvent, des fois, j'apporte cette... quel vêtement, comment veux-tu être? Mais c'est comme si ça se passe et je le suis. Je l'incarne et c'est vrai. Et des fois, les murs peuvent s'envoler, le plancher, on est complètement dans le tout de toutes les possibilités de ça arrive. Des fois, j'ai des gens comme Josée qui l'a vécu avec moi, puis elle a fait puis là, je l'ai ramené, donc je l'ai ramené dans sa conscience. Puis là, elle signe, elle a vécu cette séparation de tout mur, de tout ce qu'on se crée comme illusion pour avoir accès à toutes ces possibilités-là. Mais c'est dur de se concevoir comme humain aussi, des fois. Que si je vais dire ça, qu'on peut se perdre aussi, tu sais. Je me suis perdue aussi des temps dans ma vie dans ce tout-là, où je me suis créé des illusions je vais dire plus d'un ego spirituel. En plus, là, tu sais, je me suis crue vraiment, là. Mais c'était pas la même chose. Je me suis crue dans le tout pour me protéger. Mais c'est que là, ça arrive, c'est présent. Puis, même si j'essaie de pas y être, ça se passe, tu sais. C'est comme s'il y a des morceaux de moi qui s'éparpillent partout en même temps. Justement, tu parlais de ça, c'est bien que tu parles de ça parce que justement, comme je te disais hors émission, mais en même temps, quelque part, on a tous notre construction, c'est comme ça. Mais tu vois, j'ai trouvé que vu ta vie, tu as vécu ces abus sexuels, cette difficulté, et puis il y a eu plein de choses dures dans ta vie. Je me suis dit, en fait, Nancy Marcoux, en fait, c'est une amoureuse du tout parce que comme ça, elle rassemble ses parties. Tu crois que c'est vrai, ça? Oui. Ben oui, écoute, ça fait du sens aussi parce que c'est un peu la technique que j'ai travaillée. Tu sais, quand je travaille avec des gens, que ce soit différentes approches, mais je vais travailler à unifier les parties. C'est exactement ce que je fais dans le travail interne, c'est cette unification des parties qu'on va retrouver qui sont toutes séparées de l'amour, on va dire ça comme ça, mais effectivement, puis ça m'a pris du temps à comprendre, tu sais, à un moment donné, quand j'ai commencé ça, c'était pour moi, j'ai fait ce travail-là pour moi, parce que je m'étais complètement éparpillée, mais je vais le dire, dans les blessures de mon humain, de mon corps, qui n'est pas pour moi les mêmes choses que, mettons, il y en a qui vont appeler l'âme, ou, OK, dans cette essence-là, c'est pas la même chose, mais tout mon corps, tout ce que je suis, dans ce qui est vécu, dans cette vie-ci, qui se vit en vie parallèle aussi, a été éparpillé, a été comme un lambeau. À un moment donné, je faisais un travail pour moi, puis c'était des lambeaux de chair humaine déchiquetés à travers l'univers que j'ai dû rassembler. Donc, j'ai travaillé ces parties-là pour ramener ces lambeaux-là de chair humaine, parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai vécu mes abus, tout ça, ça m'a déchiqueté en lambeaux, mais ça m'a protégé aussi de pouvoir être dans le tout, parce que je ne serais pas ici aujourd'hui, tu sais, je serais vraiment pas ici. Puis c'est sûr que moi, Jésus était pire que moi dans ma tête. Donc, c'est un bon modèle de dire, écoute, il n'y a pas ça de travail, il y a plus de chair de lambeau que sa couronne. Fait que, il y avait des symboles aussi, son dos flagellé, mais ça reste que... Il y a pire que moi. Non, mais au moins, il y a pire. Puis, regarde, il a marché, mais tu sais, c'était petite, c'était comme ça me permettait d'avancer, ça. À la fois, tu dis, le tout m'a déchiqueté. Oui. Le tout m'a mis en morceaux, en fait. Et puis moi, j'ai passé du temps à ramener ces morceaux pour redevenir quelque chose dans ce tout. Et en même temps, ce qui est dingue, c'est que quelque part, ton état d'être, ça va être la combativité. Et là, je me suis dit, ce matin, je me disais ça, puis je me disais ça aussi pour d'autres personnes que j'ai pu rencontrer, je me disais, ce tout n'est pas comme nous. Il est capable de prendre une enfant de 2 ans et de lui faire vivre les pires sévices pour qu'elle apprenne la combativité. C'est dingue d'avoir un tel programme, d'être
d'avoir un programme aussi dur quand on va devenir dur, justement. On pourrait se dire, mais non, mais le tout, tu m'envoies le programme en USB, je l'ai en moi, je deviens combatif et tu me déchires pas en morceaux, quoi. Et non, le tout va faire des choses. Alors, appelle ça la source, appelle ça Dieu, ce que tu veux, mais quelque part, il y a une injustice quand même. Regarde que pour devenir combative, tu vas te faire boxer toute ton enfance. C'est drôle parce que mes frères, ils me boxaient quand j'étais jeune, avec des vrais gants de boxe. Mais en fait, moi, je crois pas que c'est comme ça qu'il faut le voir. Tu sais. Il y a, oui, un tout, mais en quelque part, c'est que tout est possible. Tout est là et possible. Le tout dit pas, je te fais vivre ça. Il n'y a pas la notion du corps physique, des limites. Tu sais. C'est que c'est là dans la possibilité. Après, j'ai aussi, on n'a pas beaucoup de liberté de choix, mais on a quand même dans cette liberté-là d'atteindre aussi moi-même dans mon propre cheminement. Il y a beaucoup de temps que je savais que j'étais en résistance, que j'étais en combativité, j'en étais consciente, mais j'arrivais pas à lâcher. J'arrivais pas à voir la combativité d'une autre façon. Elle était cette combativité-là que dans la façon d'un corps humain que je pouvais apprendre dans la violence. Moi, je trouve qu'il y a une chose qui te caractérise, c'est la liberté, on le voit chez toi. Tu dois avoir un profond besoin et une profonde sensation de liberté à préserver, avec ou sans combativité, hein. Peut-être autant que ton instinct personnel. Et en fait, tu es quand même une femme très liée au rythme de la nature. Tu as l'habitude de te lever à 4h30 du matin pour réveiller ton énergie avant et pendant le soleil. Alors, il y a beaucoup de leaders, il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de gens qui sont comme ça, des entrepreneurs, qui ont un mindset associé à l'idée de se lever tôt, comme une sorte de routine. Alors, pour toi, c'est quoi? C'est plutôt un rite ou une routine? Je dirais que c'est ni un ni l'autre, mettons. C'est que je me réveille. Moi, à partir de 2h30 le matin, souvent, je suis réveillée. Donc, c'est mon cycle naturel. Donc, 4h30, à moins que j'ai vraiment une grosse fatigue, c'est passé quelque chose, mais c'est naturel. C'est ma biochimie, biochimie, c'est ça qu'on dit, ouais. Ouais. Ma biologie interne, excusez. Mon père aussi était comme ça. Chez nous, peut-être que, bon, c'était, mais déjà dans l'enfance, nous, on se levait avec le soleil. C'était aussi en même temps honorer le soleil, tu sais, juste avant. Donc, on pourrait dire que peut-être c'est un rituel qu'on m'a emmené, mais je me force pas à me lever. C'est pas quelque chose que je me dis, OK, matin, il faut absolument, je fais, non, pas du tout. Si je pourrais rester couchée, je reste couchée. Je m'oblige pas à me lever. Fait que pour moi, c'est pour ça que c'est pas une routine. C'est pas quelque chose sinon, je perdrais ma liberté, justement. Pour moi, OK? Par contre, c'est là naturellement. Donc, je vais avec mon cycle naturel. Dimanche qui vient de passer, je me suis couchée, il était 1h de l'après-midi, j'ai dormi jusqu'à 5h30 le lendemain. J'ai eu ce besoin-là. J'ai pas mis un cadran à 4h30 le matin. Je mets pas de cadran. Ce qui est étonnant chez toi, c'est qu'on a l'impression quand même qu'il y a des cycles qui se passent de façon inconsciente. Bon, tu dis qu'effectivement c'est le cas, hein, tu te laisses être quand ça vient. Mais tu vois, ce qui est étrange, ce que je trouve étrange, c'est que tu parles souvent de la création. Et tu parles aussi beaucoup de ce moment qui est entre jour et nuit, entre nuit et jour. Là, on en parlait tout à l'heure, que je te disais déesse de l'entre jour et nuit. On a l'impression, si tu veux, que tu as en tête quelque chose qui dit tu peux pas créer si tu n'as pas un peu d'obscurité, puis après un peu de jour. Et tu vois, dans le sol des temples francs-maçons, en fait, c'est un quadrillage, c'est un damier noir et blanc. Et moi, j'ai toujours cette impression, en fait, qu'on n'avait pas compris la création et que la création passait par deux substances, la nuit puis le jour. Tu penses quelque chose comme ça, toi? Oui, effectivement. Ben ça, j'en parle pas vraiment. Tu sais, habituellement, je parle pas vraiment de ça, mais effectivement, c'est cette création-là on peut pas dire, c'est comme si on dit que c'est l'ombre et la lumière, un n'existe pas sans l'autre, la lune et le soleil. C'est l'espace entre tout ça qui est la création. Donc, tu sais, j'amène mes leaders, je ne le dis pas dans cet aspect-là avec le soleil, mais je leur amène à créer cet espace-là, découvrir l'espace. Il y a de l'espace partout. Cette notion de l'espace, entre chaque seconde, il y a un espace. Entre chaque moment, il y a un espace. La respiration, il y a un espace dans la respiration. Et tous ces espaces-là, c'est là la création. Pour moi, en tout cas. C'est ces espaces-là que tout va émerger. Donc, si on arrive quand j'arrive à faire, et je vais dire ça comme ça, c'est comme si cet espace-là, je peux le mettre illimité à l'intérieur de moi et je le vis dans une espèce illimitée qui peut être une fraction de seconde, mais que moi est illimité. Et qu'après, je reviens dans le quotidien avec les gens. Mais ce moment-là, c'est là que tout est.
pour moi, c'est là que tout est possible. Quand tu parles des francs-maçons, effectivement, c'est comme, à un moment donné, j'ai fait un rite pour aller justement en Europe. Je suis allée dans une église aussi de francs-maçons, parce que je suis allée récupérer mon cœur qui a été sacrifié pour connecter les énergies ensemble. Donc, ça aussi, c'était là. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'était la même chose. Donc, ce sacrifice du cœur pour connecter la terre et le ciel. OK? Donc, là aussi, il y a un espace. Puis, dans le temps, il y avait cette croyance-là d'unir ça par le cœur physique, là, en plus, et pouvait créer ça. Mais c'était absurde de croire que ça prenait le cœur physique. C'est une énergie, le cœur, qui va être là, qui va permettre cette connexion-là, qui va aller partout. Tout à l'heure, dans l'introduction, je disais que tu étais en fait, la plus mystique des abeilles du leadership, parce que je trouvais ça fou que tu puisses avoir cette orientation de dire je vais coacher des leaders. Alors quand même, je me questionne parce que je me dis que les gens qui regardent cette émission, ils vont se questionner parce que depuis le départ, tu montres tellement une richesse dans le mystère, le ressenti. Bon, t'es pas dans les chiffres, hein, t'es pas non plus dans la proactivité. Alors comment t'en es venu à coacher des leaders? C'est quoi ton envie, ton défi profond par rapport à ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, si je regarde mon parcours de vie, tu sais, quand j'ai commencé, tout ce que j'ai fait, après ça, je travaillais, exemple, comme j'étais enseignante. Moi, j'avais l'impression que l'impact, quand j'étais avec mes élèves, wow, tu sais, puis j'ai eu un impact, c'était extraordinaire. Les élèves qui ont été avec moi, on a vécu des choses vraiment hallucinantes. Mais à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait une limitation. Parce que il n'y a pas d'extension. Il y en avait un peu, mais juste avec eux. Comme quand j'ai commencé à travailler avec les enfants, je travaillais avec les enfants, j'ai réalisé que je ne travaillais pas avec le parent. Ben, ce que je faisais avec l'enfant, j'étais obligée de le refaire, de le défaire 20 ans plus tard, parce que ce qu'on faisait avec l'enfant, c'était pour aider le parent. Donc, je me dis, on va aider le parent. Tu comprends? Donc, en éducation, je me dis, ben, écoute, je vais aller travailler au ministère de l'Éducation, je vais avoir un impact. Tandis que ce paquebot-là, oublie ça, j'ai essayé de tourner ça fonctionne pas. C'est différent. Donc, je dis comment? Bon, ben, je vais être directrice d'école. Ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est comme si, avec mon énergie de combativité, de puissance, dérangeait énormément aussi. Donc, c'est comme si les gens avaient de la difficulté à le recevoir. Je vais dire ça comme ça, dans cette relation-là, puis dans mon immaturité également. On s'entend que j'avais pas de filtre, puis j'étais pas... j'avais pas de filtre. Fait que c'est ce qui m'a amené à un moment donné, naturellement, à avoir les leaders qui sont venus à moi. Je l'ai entendu, comme je te dis, du divin, mais déjà, à partir de l'Abitibi, ça venait déjà. Donc, j'ai toujours travaillé plus pour avoir un impact plus planétaire. Donc, aujourd'hui, en plus, avec qu'est-ce qu'on vit? Ça fait 2 ans que j'ai créé mon programme. Ça fait 5 ans que j'accompagne les leaders vraiment plus intensément. Et aujourd'hui, les leaders, regardez ce qui se passe. Donc, un leader qui est réactif, un leader qui tombe dans son ombre, un leader qui n'arrive pas à être capable de se ramener, qui va impacter toute la société. Les gens se sentent isolés, les gens ont peur. Et là, il y a des leaders qui créent des peurs, des leaders qui vont alimenter ces peurs-là au lieu de rassurer, au lieu d'accompagner. Parce qu'eux-mêmes sont dans leur propre peur. Ils ne savent pas. Ils sont dans leur réactivité. Ils ne sont pas dans leur zone de créativité. Donc, pour accompagner des leaders, je me suis dit, écoute, tu as cette énergie-là. Tu as cette énergie-là, tu ne peux pas la cacher. Et accompagner d'autres personnes, tu viens qu'à les confronter trop. Donc, c'est ça que ça s'est fait comme naturellement, tu sais, mais pour l'impact. Toi, tu as une zone de sacré très forte en toi. Oui. Et c'est vrai que j'ai l'impression de te voir un peu en mission pour le ciel, mais caché, tu sais, un peu genre une espionne là. Je vais me rapprocher des leaders, il faut que j'en trouve un qui est capable de dire le truc qui compte. C'est ça. Écoute, moi, à un moment donné, je m'étais dit, mes cartes, c'est complètement fou, mes cartes vont être noires. Puis, pour savoir mon numéro de téléphone, il faut faire que tu le regardes avec un fluo. Fait que les gens vont se passer ma carte noire pour que je reste complètement cachée. Je vais trouver les personnes, pas juste les personnes qui vont comme propager ça, puis moi, je vais rester cachée. Effectivement, ça, c'est quelque chose qui... ouais. Ah, c'est rigolo ça. Alors tu vois, pour finir l'émission, j'ai envie qu'on parle d'un sujet que je trouve assez étonnant. Alors bon, c'est vrai que tu en parles souvent, mais on va en reparler ensemble. J'ai vu que j'ai interviewé déjà ta meilleure amie Nancy Marcoux. Elle est en relation directe avec Marie-Josée Harel, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est une molécule, quoi, votre union. Tu es, on sent que tu es touché par les mots
qui finissent par ion. Et Oui, c'est comme ça, oui. alors, ce qui est étonnant, c'est que j'aurais pu en rester aux 5 mots des 5 mouvements dont tu vas me parler juste après, mais j'en ai entendu un nouveau ce matin en relisant ce que tu m'as envoyé comme texte, et c'est stigmatisation. Oui. Alors, parle-moi d'abord de la stigmatisation. Ouais, ça, c'est un sujet que j'ai beaucoup écrit aussi là-dessus, que j'ai pas publié, j'ai pas partagé, mais cette stigmatisation-là qui va exclure, en fait, par la peur du différent. Donc, on va tomber dans cette peur du différent-là qui va emmener à se regrouper avec d'autres personnes ou créer, en fait, un impact pour influencer l'autre à croire ce qu'on est en train de croire pour rejeter une autre personne. Et ça, c'est sûr que c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'ai vécu beaucoup de stigmatisation par peur du différent. Et là, quand il y a une peur du différent, on va dire que la personne est dangereuse. Le bossu de Notre-Dame, je peux vous raconter plein d'histoires comme ça. Tu sais, le bossu de Notre-Dame, je trouve qui représente très bien la stigmatisation. OK? Donc, cette peur-là du différent, qu'on va dire qu'il est dangereux. Parce qu'on a peur. Donc, pour se protéger, pour nous-mêmes ne pas se stigmatiser, on va projeter ça à l'extérieur parce que cette peur du différent-là, on l'a à l'intérieur de nous. Mais étant donné qu'on on la regarde pas, c'est difficile pour les gens de regarder leur différence intérieure. Donc, ils ont peur de leur propre puissance, de leur propre différence. J'ai eu ça aussi. J'ai eu peur de ma différence. J'ai eu peur de ce qui fait que ce que je suis Nancy dans mon individualité. Tu sais, aussi, j'ai vraiment peur de ça. Fait que les gens, quand ils la regardent pas, et qu'ils la regardent vraiment pas, mais ils vont projeter ça à l'extérieur. Ok, bah alors il reste les 5 autres mots dont j'aimerais que tu nous parles parce que eux aussi ils sont intéressants et ils sont dans une autre direction. Alors, ces 5 mots, 5 mouvements. Alors, parle-nous un petit peu de ça. Ben, justement, ces 5 mouvements-là, c'est pour aller vers la libération, qui est d'être soi, qui va aussi emmener qu'il y ait moins de stigmatisation. Tu sais, je pourrais dire ça parce que plus qu'on est dans le premier mouvement, c'est la conscientisation. Donc, cette conscience de ce regard-là intérieur face à ce qu'on vit extérieur. Donc, est-ce que je suis capable de revenir à l'intérieur de moi et de prendre ma responsabilité et je veux dire, d'affronter ce qui est là à l'intérieur de moi au lieu de le fuir, au lieu de ne pas vouloir le vivre, au lieu de le rejeter à l'autre. Donc, est-ce que je suis en mesure d'être dans ce mouvement de la conscientisation pour ensuite vivre l'émancipation? L'émancipation qui va être autant, il y en a qui vont dire peut-être le pardon, la libération, l'affranchissement, mais cette émancipation-là va au-delà de juste un mot, c'est plusieurs éléments. Lorsque je suis allée en Martinique, surtout que j'ai mis les pieds sur la terre de la Martinique, c'était de m'affranchir que j'ai vécu. J'ai pas vécu un pardon. J'étais à m'affranchir de mes chaînes, de ce que... Bon, donc, c'est pour ça que le mot émancipation va regrouper tout ça. On est constamment dans des mouvements, hein. C'est pas linéaire, c'est interrelié, tu sais. Donc, lorsqu'on arrive dans ces mouvements de conscientisation, s'émanciper, ben, de plus en plus, on va se syntoniser à cette énergie qui est la nôtre, qui est pure, qui peut être connectée au tout, puis à l'amour conditionnel, nommez ce que vous voulez, à Jésus, Dieu, mais à l'intérieur de nous, ça l'émerge. Lorsque c'est comme si on nettoie et à l'intérieur, plus tu nettoies, plus ça va émerger. Tu vas prendre conscience de cette énergie-là qui est là, quand tu ne vois pas. Et donc, c'est là qu'on va se syntoniser, pas se synchroniser. C'est pas la même chose. Quand on a commencé à parler, tout le monde s'est synchronisé. Donc, c'est important de se synchroniser, de voir pour arriver à avoir quelque chose qui va être aligné ensemble. Sinon, on fera pas une entrevue en présence. Tu sais. Mais à un moment donné, c'est important que je garde ma liberté. Donc, dans l'entrevue, il faut que je reste Nancy aussi. Sinon, je deviens Luc. Donc, je perds ma syntonisation à moi parce que je reste synchro à toi qu'à toi. Et ça, c'est là la syntonisation. Et là, ça nous ouvre à la régénération. Cette régénération-là qui est constamment là aussi, de régénérer qui on est par cette syntonisation-là. Sinon, on se dégénère. Hein? Il n'y a pas de régénération pour après ça arriver vers la célébration. La célébration représente beaucoup la bénédiction. Mais c'est plus parlant pour la majorité des gens. Donc, le mot qui a été choisi, c'est célébration, pour aussi emmener la notion de plaisir, de joie. Bénédiction, pour les gens, ça ne fait pas plaisir et joie pour la majorité. Donc, le mot célébration, parce que à chaque fois que tu laisses cette régénération-là être, c'est comme un pétillement, comme une bouteille de champagne. OK? Donc, le champagne, c'est pétillement. Donc, de célébrer chaque instant de toi, de ta vie, de ce que tu es en train de vivre. Autant dans ta conscientisation, autant dans ton émancipation. Parce que si tu es dans un moment d'émancipation, tu es en train de prendre conscience et que tu ne célèbres pas, tu vas retomber dans le train de karma de souffrance. Donc, c'est vraiment tous ces mouvements-là qu'avec Marie-Josée, qui nous permet de le placer, c'est parce que c'est notre relation. Sinon, j'aurais pas sorti ça non plus, je l'aurais caché, tu sais, j'aurais pas, puis je suis très, très honnête avec ça, tu sais, j'y arrive pas si je suis seule.
C'est pas possible pour moi. C'est vraiment par la relation puis par l'amour que Marie-Josée, c'est l'amour d'une mère aussi en même temps. Tu sais. Donc, c'est ce qui me permet aussi à moi d'être de plus en plus qui je suis. Moi, je l'accompagne dans d'autres choses, mais si je parle pour moi, ce qu'elle me fait vivre, c'est ça. Tu sais, cet amour-là, mais pas d'une mère étant ma maman. C'est l'amour de la mère comme l'eau. Tu sais, comme cette eau-là qui vient constamment nous purifier, être nous flotter, parfois nous brasser pour nous ramener. Donc, et c'est ce qui permet que ces 5 mouvements-là sont interdynamiques. Il faut le voir, ça finit par TUOM, parce que c'est de l'action. Donc, c'est pas rester assis puis je suis consciente ou je m'émancipe. Non, non, non. L'action par la pensée, l'action par le corps, l'action par le. Donc, tout le mouvement est là. Et ION, parce que c'est des ions, des atomes, les ions. Donc, c'est constamment et c'est ça qui forme le processus. Donc, tous ces mouvements-là, ça n'a pas de religion, ça n'a pas rien. C'est simplement de se laisser être dans le mouvement pour juste les vivre puis voir que c'est présent et ça nous apporte de plus en plus à être libre d'être humain. À sortir des stigmatisations également. Ça revient avec le mot que tu as dit tout à l'heure, parce que de soi avec soi, face à l'autre aussi. Parce que lorsque tu es dans ces mouvements-là, ben, tu finis par être de plus en plus dans la conscience. Les gens vont dire de plus en plus éveillés. Parce que de plus en plus, tu vas vers l'intérieur, parce qu'on a toutes les dimensions avec les mouvements. On a 5 dimensions puis des éléments. Mais les dimensions, c'est la dimension d'intériorité, d'extériorité. Donc, c'est sûr que ça, c'est 2 dimensions qui sont nécessairement là. Ensuite, on va dans une dimension du dépassement de soi. Si tu restes dans l'intérieur ou juste l'extérieur, que tu n'as pas un dépassement, tu vas rester stagnant. Donc, une fois que tu vis ce dépassement-là, on va vers la dimension de la charité. On a vraiment choisi ce mot-là, charité, parce que c'est pas la charité chrétienne. On va vraiment dans cette charité qui va t'emmener vers une sagesse d'amour inconditionnel. Donc, la dernière dimension, c'est la sagesse. Fait que ces 5 mouvements-là vont bouger, vont être en action à travers les 5 dimensions qui te permettent d'être de plus en plus libre. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, ce qui me vient là, c'est que le dernier mot en ion qu'on va utiliser pour cette fin d'émission, c'est lion. Finalement, Nancy Marcoux est celle qui crée des lions. Je te remercie, Nancy, pour cette grande, belle émission qu'on a passée ensemble. Et puis, je vous remercie aussi à vous qui avez regardé l'émission. Vous pouvez cliquer sur un petit bouton abonnement. Vous pouvez laisser des commentaires, partager cette émission. Nancy, je te remercie beaucoup encore une fois. Merci à toi. Merci. C'est un grand moment.